Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Aujourd'hui avec Jean-Marie, bonjour, comment ça va? Bonjour Loïc, ça va et toi? Ça va très bien, merci à toi de me recevoir et pas pour n'importe quel reportage avec toi. On va parler d'un événement super important, je vais te laisser le présenter. Il s'agit du Salon du Train miniature qui va avoir lieu à Bourges au Parc Exposition les 12 et 13 novembre prochains. Grosse expo sur 3700 m², exclusivement réservée aux trains miniatures. Donc où on va avoir un certain nombre de réseaux avec des clubs qui vont venir des quatre coins de France et même de Belgique, et la filière du modélisme, la filière industrielle du modélisme qui va être largement représentée avec une cinquantaine d'acteurs. Alors ça c'est une super nouvelle pour nous tous amateurs de trains miniatures, de modélisme dans l'état général. Comment on prend la décision de faire un tel salon, un tel événement, Jean-Marie? Alors on le prend avec une bande de copains, ouais. Parce qu'on peut pas faire ça tout seul. C'est primordial. Moi je connais depuis de nombreuses années Francis Lechrome qui a repris l'organisation du salon à la mairie de Saint-Mandé. Et puis ça faisait longtemps qu'on discutait de faire quelque chose d'un petit peu plus large. Malheureusement, après la période de la crise sanitaire a pas favorisé évidemment la mise en place de genre. Heureusement, c'est derrière tout ça maintenant. Heureusement, c'est derrière, il faut l'espérer en tous les cas. Et donc, quand la première fenêtre de tir s'est présentée, on a dit allez, on va s'essayer à faire quelque chose de plus large qu'à Saint-Mandé. Ouais, ça c'est quand même exceptionnel. Par contre, on sait que en France, il y a quand même pas mal de salons de qualité. Qu'est-ce qui fait que le salon à Bourges va pouvoir se démarquer? Qu'est-ce qu'on va y retrouver essentiellement cette année? Alors, on va y retrouver des réseaux, 30, pour l'instant officiellement 34. Des simulateurs de conduite, on va avoir 2 simulateurs de conduite, dont un qui est la reproduction intégrale d'une cabine de locomotive. Ça c'est bien, c'est génial. On va pour ceux qui vont s'essayer à la conduite vont recevoir un diplôme. Donc ça, je trouve qu'il y a un petit côté ludique et interactif intéressant. Oui, c'est intéressant effectivement. Donc on va retrouver cet environnement-là, donc des réseaux de qualité. Les 3/4 à peu près ont fait l'objet de parutions dans les magazines spécialisés, RMF, Train, Locaux Revue. Ce qui fait que ça va permettre, on l'espère en tous les cas, de séduire les visiteurs, de leur créer un petit peu des étincelles dans les yeux. Alors ça c'est super important ce que tu dis, les étincelles dans les yeux, parce que on a beau être amateur de train et puis en même temps être pratiquant de modélisme ferroviaire, quand on est débutant et qu'on vient voir un salon comme ça, waouh, tout simplement, c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message également. Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, le modélisme ferroviaire n'est pas forcément une activité qui a le vent en poupe pour différentes raisons. Les jeunes aujourd'hui sont plutôt avec un gros focus sur les plateformes de jeu, alors que quand même l'avantage de faire du modélisme et du modélisme ferroviaire en particulier, c'est qu'on touche à plusieurs disciplines, la menuiserie, l'électricité, la création, faire marcher son imaginaire. Donc on espère en fait qu'avec la présentation de ces réseaux de grande qualité, ça va créer des vocations, susciter des envies. Mais le principal en réalité, bien évidemment, ça c'est quelque chose dont on doit tenir compte, et puis tous les représentants de la filière industrielle sont là aussi pour faire la promotion de leur savoir-faire, bien sûr, du modélisme ferroviaire en particulier. Et c'est vrai que ils vont pouvoir présenter les uns et les autres, chacun dans leur spécialité, tout ce qui va bien pour mener convenablement un petit projet, parce qu'on a toujours tendance à penser que le modélisme ferroviaire, ça repose sur des grands réseaux, etc. C'est pas vrai, on peut faire ça aussi vraiment sur 1 m², on peut déjà commencer à s'amuser. Tout à fait, je le propose assez souvent, ce genre de vidéo, c'est vrai. Donc pour tous les goûts, on va surtout essayer vraiment d'apporter du plaisir. Donc la ville de Bourges, ça s'est jamais fait. Il y a eu quelque chose il y a 10 ans, mais qui était pluridisciplinaire. C'est assez central, donc on espère avoir vraiment aussi pour la peine des visiteurs qui vont venir des 4 coins de la France. On dit bien, c'est vraiment une première édition. Hein. C'est une première édition, une prise de risque mesurée. Le plateau proposé, j'insiste vraiment, va être de grande qualité. D'accord. On va avoir, du côté des professionnels, on va avoir des fabricants.
des gens comme R37, des gens comme Mistral, des gens comme Hazard Model, qui développent une gamme de matériel français en Z exceptionnel. C'est exceptionnel, oui. Exceptionnel. Oui, c'est un travail exceptionnel, tout à fait. Je pense que pour la peine, il y a des gens, on parlait de petite taille. Aujourd'hui, le mètre carré, malheureusement, ça coûte cher. Donc c'est vrai que, alors sans être trop technique, mais cette échelle qu'est le Z, donc reproduction à 220e, permet de faire des choses très intéressantes sur des surfaces extrêmement réduites. Donc, et avec du matériel cocorico. Hein. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, le fait de pouvoir proposer une gamme de matériel français, normalement, devrait certainement être contributif à ce que le Z se développe en France, ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'à présent. Non, jusqu'à présent, c'est vrai que le marché allemand gagnait beaucoup, et puis très peu de matériel français. Pour rebondir un petit peu sur la mise en place et le début donc de ce salon, c'est quand même un travail d'équipe, tu l'as souligné, c'est très important. Sans une bonne équipe, c'est difficile de mettre tout ça en place. Oui, tout à fait. Donc on s'est partagé le travail comme dans toute organisation, de toute façon, de manifestation. Francis s'est occupé beaucoup de la partie justement sur les réseaux. Moi, je me suis occupé de la partie filière commerciale. Ensuite, on a tout un travail de collation documentaire avec les réservations, etc. Et puis alors, le salon en tant que tel, c'est la partie découverte de l'iceberg. Après, il y a tout ce qui va autour. Il faut trouver les hôtels pour pouvoir accueillir les gens convenablement. Il faut organiser toute la logistique au niveau de la nourriture. Bon, donc en fait, on peut pas faire ça. On peut vraiment pas faire ça tout seul. D'abord parce qu'on a tous un métier, on travaille tous à côté. Et puis chacun agit dans son domaine de prédilection, quoi, je dirais. Et ça permet donc de bien se répartir le travail et de bien se coordonner. Et toi, Jean-Marie, tu es modéliste, hein? Ah oui, oh là là, moi je suis modéliste depuis. Alors moi, j'ai été touché par le virus du petit train sous le sapin de Noël, comme beaucoup d'entre nous. Important à savoir, Jean-Marie. Voilà. Pardon. Donc j'ai eu deux coffrets de départ Jouef que mes parents m'avaient offert. Donc je devais avoir 7 ou 8 ans. Et je me rappelle très bien, c'était l'Aquitaine et le Troyen, donc CC 6500 emblématique. Ça fait plaisir d'en parler. Oui, c'est vraiment bien. Et puis bon, petit à petit, ça m'a pris. On est arrivé dans une situation où à chaque Noël, chaque anniversaire, la famille qui avait compris que j'accrochais là-dessus m'offrait de quoi matériel, de quoi continuer. Ça a pris de l'espace, ça a pris de l'ampleur. Et puis à la fin des années 80, il a fallu quitter le cocon familial, logiquement. Et comme ce qu'on évoquait tout à l'heure, je me suis retrouvé dans un logement beaucoup plus petit. Ouais. Et j'ai revendu tout mon matériel à chaud. Y compris des pièces que j'aurais pas dû revendre avec du recul, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je suis passé au N. Donc je suis passé au N en 92 à peu près, un petit bruit, 90-92, et depuis ça n'a cessé de me dévorer. D'accord, et on peut en plus s'apercevoir que le N était assez boudé, on va dire, jusqu'à il y a 10 ans en arrière, parce qu'il n'y avait pas encore vraiment de matériel roulant français, SNCF, mais là il y a un gros boom ces dernières années de sorties chez plusieurs références en tout cas. Absolument, à l'époque on était condamné à faire de l'allemand. C'est vrai. On avait quelques modèles français. Alors Fleischmann avait sorti des BB 15000 quand même, sur leur catalogue au début des années 70, donc ça remonte quand même, et qui était au milieu des années 70 peut-être, qui était qui était vraiment de très bonne facture pour la peine, ouais. Mais enfin bon, je veux dire, on était vraiment très germanisé, et donc pour la peine, on a fait enfin moi en tous les cas, j'ai fait un réseau plutôt germanique, et puis quand le matériel français a commencé à apparaître vraiment, finalement on fait un réseau frontalier. Donc moi j'ai fait, tout mon réseau c'est l'Est de la France, c'est tout ce qui a roulé sur l'Est de la France en fait, de l'époque 2 à peu près jusqu'à ce qu'on trouve aujourd'hui. Bon, mais c'est bien, t'as de quoi te faire plaisir, personnellement également. Oui. Et pour revenir un petit peu sur le salon, parce que c'est quand même la racine de notre rencontre, on s'était eu au téléphone et tu m'avais parlé de quelque chose qui est essentiel, qui pourrait apporter cette patte supplémentaire et qui fait la différence également peut-être sur d'autres salons, c'est le côté artisanal, de mettre en avant certaines personnes qui vont être présentes et qui vont proposer leur travail vraiment de belle fabrication. Alors, c'est bien cela. Absolument. Donc, donc d'un côté, on a ces industriels fabricants qui sont les locomotives, on va dire, de l'activité, mais on a voulu mettre l'accent
sur tout le savoir-faire à la française. En France, on sait faire beaucoup de choses. La problématique, souvent, c'est par contre notre capacité à la valoriser. À l'exploiter. À l'exploiter, la valoriser, la mettre en avant. Donc on est très axé, on a fait un très gros focus sur le savoir-faire des artisans français. Et tous ne seront pas là pour des problématiques d'agenda, des problématiques de place aussi, parce qu'en réalité, les 3700 mètres carrés sont pleins comme un œuf. Donc ça, pour nous, ça a été quand même une immense surprise de constater à quel point la filière et les clubs ont répondu présent. On est même en train de se demander si on ne va pas faire une extension supplémentaire de 1200 mètres carrés. Oui. Donc là, on est en train alors très clairement, de regarder qu'est-ce que ça veut dire en matière d'équilibre économique. Hein. À ce jour-là, nous sommes le 9 août. Ouais. À ce jour-là, tu as des demandes supplémentaires en plus de ce qui est prévu. Absolument. Ouais, tout à fait. Donc on est très heureux de ça, bien évidemment, parce qu'on pense que d'ores et déjà, avec 3700 mètres carrés, on fait partie des expositions dédiées au chemin de fer, j'entends bien, au modèle réduit, assez importante. Et on est très heureux donc, de faire la promotion des artisans dans ce cadre-là. Donc on va avoir des gens qui font du décor, des gens qui font de l'électronique. Aujourd'hui, l'électronique prend une part de plus en plus importante dans notre jeu, ce qui le rend ludique. C'est très important ce que tu dis, le jeu. Hein. Dans le jeu, oui, absolument. Donc dans le jeu, ce qui le rend ludique, ça peut être un levier pour attirer des jeunes dans ces disciplines-là. Tout à fait. On va avoir des gens qui font de l'impression 3D, on va avoir des gens qui font de la peinture, donc voilà, donc c'est très éclectique, et pour nous il n'y a pas de petits représentants de la filière ou de grands représentants de la filière. Il y a des gens qui sont complémentaires, qui vont être là tous ensemble dans le cadre de cette manifestation-là. On va être là pour échanger, on va être là peut-être même pour, pourquoi pas, parler de projets à venir. Et on espère en tous les cas que ça sera suffisamment représentatif pour faire plaisir. Je te le souhaite à toi et à toute l'équipe qui propose ce rendez-vous. J'ai souligné deux mots importants quand je t'écoutais, c'est jouer et complémentarité. Et ça, je trouve que c'est super important de mettre ces deux mots en avant, parce que finalement, l'essence de notre discipline, c'est de jouer, de s'amuser, de prendre du plaisir avant tout. Et la complémentarité, c'est justement toutes ces personnes-là. Non seulement on va avoir des beaux réseaux, mais aussi des artisans, des personnes qui sont là aussi pour mettre en avant leur marque. Et c'est toute cette belle corrélation ensemble qui va faire justement ce salon inédit. En fait, c'est bien cela. Absolument. Et puis alors, on parlait de complémentarité. Tu l'as mieux dit que moi. Hein. Oui, je ne veux pas passer sous silence un point sur lequel on était très attachés. Ce week-end-là, donc 11-12 novembre, c'est également l'anniversaire, entre guillemets, la commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et donc on réfléchissait, avec Francis, comment est-ce qu'on pourrait élier le chemin de fer et avec cet épisode de notre histoire, qui est un épisode important. On a trouvé en fait Patrick Lapierre, qui est un spécialiste de la Première Guerre mondiale, qui va d'ailleurs porter le souvenir, parce que c'est important aussi de se souvenir, de se rappeler de ce qui s'est passé dans notre histoire. Et qui va à la rencontre en général des jeunes pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que la guerre, qu'est-ce que c'est qu'une guerre mondiale, comment ça s'est passé, etc. Et il a fabriqué un certain nombre de dioramas qui représentent donc différentes configurations de cette guerre, la vie de nos poilus. Le lien s'est fait tout naturellement puisque l'armistice a été signé dans un wagon de chemin de fer à Rotonde, et on s'est dit mais pourquoi est-ce que finalement on n'additionnerait pas et ce côté de se souvenir, donc l'entretien de la mémoire, à cette manifestation, compte tenu de l'époque à laquelle elle se fait. Et donc la réponse de l'intéressé a été favorable, et donc il sera présent avec 8 dioramas. Alors là, ça fait plaisir aux yeux, ça. Oui, ça fait plaisir, et puis je pense que, encore une fois, le devoir du travail de mémoire est important pour les générations à venir. Donc c'est bien de parler de jouets, c'est bien de parler de choses ludiques, mais franchement, un week-end du 11 novembre, ça nous a semblé difficile de passer ça sous silence. Donc on a réussi à trouver un trait d'union qui fait que on peut s'amuser,
On peut prendre du plaisir, mais on peut aussi ne pas oublier. Toi, comment situes-tu aujourd'hui le modélisme ferroviaire ? Que ce soit dans l'entrée de gamme, le milieu de gamme, le haut de gamme, comment est-ce que tu situes par rapport au public aujourd'hui, accessible, difficile d'accessibilité, l'information suffisante pour toutes ces personnes qui veulent démarrer cette discipline? Comment est-ce que tu situes la globalité? Alors aujourd'hui, le modélisme ferroviaire a plutôt l'image de quelque chose de cher. Oui. Qui est une image, moi, que je dirais plus ou moins justifiée. Je m'explique. Aujourd'hui, on peut avoir accès à cette discipline, on va dire, avec des coffrets de départ, ce qui reste abordable. Tout à fait abordable. C'est vrai. Donc ça, si on a envie de donner l'envie, je veux dire, à un jeune, on peut acheter un coffret de départ qui va coûter un peu plus cher qu'une console de jeu, mais quand on arrive sur la période des fêtes de fin d'année, on peut arriver à trouver des prix tout à fait abordables pour du matériel de qualité, parce que c'est important. Parce que quand on est sur une notion de commencer quelque chose, il faut que ça soit fiable, parce que si au bout de 3 tours, sur la table de la salle à manger, ça tombe en panne, ça peut pas aller. Non. Donc on a des produits d'entrée de gamme quand même, donc qui sont relativement abordables. Et alors après, et ça c'est vrai, on a aussi à l'autre bout de la chaîne des amateurs qui sont de plus en plus exigeants. Le souci du détail, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans toute logique industrielle, plus on va mettre de détails, plus il y a une intervention humaine, ça crée de la main-d'œuvre. Bien sûr. Et la main-d'œuvre aujourd'hui, quel que soit l'endroit où vous fabriquez, de toute façon, ça coûte cher. À un moment donné, on a des gros industriels qui sont partis énormément pour les fabriquer en Chine. Ils sont en train d'en revenir, parce que la Chine, on est en train de découvrir que c'est quand même à 10 000 km de chez nous. C'est pas si simple que ça à gérer à distance. Ça coûte de l'argent pour y aller. Il y a un gros turnover, mais ça c'est culturel en Chine. Il y a un gros turnover des employés, donc vous les formez en permanence et ils s'en vont et vous revenez et c'est pas les mêmes. Il faut recommencer, etc. Et tout ça, ça a un coût. Donc on a quand même des gros industriels qui commencent à dire on va revenir vers l'Europe. Alors ce sont effectivement les pays d'Europe centrale qui bénéficient de ça. Je pense à la République tchèque notamment, qui a un gros passé positif sur le maquettisme, en tous les cas dans tout ce qui était les maquettes à plat pour les avions, etc. Je veux dire, ils avaient un gros savoir-faire. Mais en tous les cas, même si on est toujours à la recherche de l'économie en matière de coût de revient, c'est ce qui est important, c'est ce qui revient assez souvent quand même. C'est ça. Alors ajouter des pièces, ajouter du détail, ça coûte. Donc aujourd'hui, on arrive dans des situations où effectivement, quand on commence à vouloir faire l'acquisition de matériel qu'on va qualifier de haut de gamme par rapport à un prix, mais qui en fait est un très beau matériel fini, mais qui n'est pas encore ce qu'on pourrait appeler réellement du haut de gamme dans notre domaine d'activité. Mais quand vous commencez quand même à payer 400 ou 500 euros pour une locomotive, c'est sûr que pour un jeune c'est compliqué, même si il a la chance d'avoir des parents qui lui donnent de l'argent de poche, il va pouvoir économiser pendant de nombreux mois pour s'acheter quelque chose. Et justement, est-ce que ça a un impact plutôt positif, négatif, de voir justement qu'on va plus vers des produits de qualité, comme tu dis, et justement de serrer la ceinture par rapport aux nouveaux entrants dans cette discipline, ça a un impact carrément. Alors en fait, oui et non. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est que il faut pas arrêter de faire ça. Il faut pas arrêter de faire des modèles avec plus de détails, etc. Parce que ça correspond à une demande. Donc je veux dire, pourquoi est-ce qu'on ne satisferait pas sous l'autel de la finance cette demande-là? Je pense que par contre, en parallèle, il faut vraiment que les artisans, les industriels travaillent sur des produits d'entrée de gamme, ce qui n'est pas au détriment de la qualité, mais des produits d'entrée de gamme, des produits qui ne sont pas fragiles, des produits qui peuvent être manipulés facilement par des petites mains qui ne sont pas expertes. Quand vous avez 10 ans et que vous retournez une locomotive, elle peut tomber. Si elle tombe, évidemment, c'est pas formidable. Mais en tous les cas, ce qui est encore moins formidable, c'est que si elle est super détaillée, tout explose. Donc il faut, je pense, travailler sur des produits d'entrée de gamme, sur des produits milieu de gamme. En HO, on l'a bien compris. Oui, c'est vrai. Il y a des marques qui le font. Vous avez la solution pour ceux qui veulent détailler un peu plus, et ça maintenant, c'est très répandu à toutes les échelles, d'avoir des sachets avec des pièces détachées qui vont améliorer l'aspect de votre... Oui, pour les positionner en vitrine, ceux qui veulent faire... Pour les mettre en vitrine, même pour rouler. Alors après, bonne chance quand vous cherchez un marchepied ou quelque chose sur le réseau, mais en tous les cas, l'histoire de mettre des pièces de super détaillage, entre guillemets, en sachet, pourquoi pas? Je pense que c'est une bonne démarche. Celui qui veut pas le faire, il le fait pas, et celui qui veut le faire, il le fait. Mais je crois vraiment qu'il faut réfléchir, mettre l'accent
sur des produits faciles à utiliser et robustes, manipulables. Et ensuite, je veux dire, sur la masse, c'est mathématique, sur la masse de jeunes amateurs qui peuvent se laisser convaincre et passer du ludique à quelque chose d'un peu plus réaliste, on va dire, hein, tout naturellement, petit à petit, par rapport à ses moyens financiers, etc., il se tournera vers des modèles un peu plus sophistiqués. Et on aura le loisir, à travers le salon du train miniature à Bourges, de retrouver plein de personnes, plein de revendeurs, plein de marques, oui, pour se faire plaisir, dans toute gamme de prix, bien entendu, j'imagine. Dans toute gamme de prix, on a donc une petite cinquantaine d'acteurs confirmés. Ce qui est énorme, hein. Ce qui est énorme, ce qui est une cinquantaine d'acteurs. On est vraiment très contents. Ah oui, on a encore de la demande, dans ce qu'on disait tout à l'heure, on a encore de la demande complémentaire, donc on va voir si on peut aller plus loin ou pas. Mais en tous les cas, déjà dans le périmètre actuel, avoir effectivement, finalement, une petite quarantaine de réseaux et une cinquantaine d'acteurs économiques de la filière, oui, on peut d'ores et déjà dire, en tous les cas, en toute humilité, que ça, c'est un vrai succès. Après, il faut que le public soit au rendez-vous, il faut venir visiter. Et justement, j'allais rebondir là-dessus, tu m'as devancé, le public. Est-ce qu'il y a des possibilités pour les gens de faire des précommandes pour l'achat de billets en ligne, ou est-ce qu'il y a une logistique qui a été mise en place pour ceci, pour le salon? Alors, ça, on l'a pas fait. D'accord. On nous en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'on l'a pas fait. Donc, il faudra venir le jour J sur place. Il faudra venir le jour J sur place. Donc Bourges a un avantage énorme, c'est que d'un point de vue géographique, c'est très central. On est à un peu moins de 2 heures de train de Paris, 1h50 pour être précis, à partir de la gare d'Austerlitz, avec des trains directs ou avec des trains avec un changement de quai à quai en gare de Vierzon, si on veut être un peu technique. Pour moi, ça sera Nevers. Nevers, Nevers, on vient directement de Nevers. On est sur l'axe Lyon-Nantes également. On est finalement... en voiture, on est à 4 heures de Montpellier, hein, puisque l'autoroute est directe. D'ailleurs, on a des acteurs là, du sud-ouest de la France qui viennent. Hein. Au plaisir. Oui, absolument. Donc, l'avantage de Bourges, c'est que c'est très central, en clair. Donc, ça veut dire que on peut venir des 4 coins de la France sans passer des heures en voiture. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sans passer des heures en train, je veux dire. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et tiens, j'ai une petite question en même temps, Jean-Marie, pour toi. J'ai souvent entendu, lors de mes reportages, oui, en France, le modélisme ferroviaire, c'est beaucoup dans le nord de la France. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans le sud. Moi, je viens du sud. Je peux te dire que, il est vrai, en tout cas dans le sud-est, moi, dans les Alpes-Maritimes, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai qu'à partir de, quand on franchit Avignon, Lyon, voilà, on commence à avoir un petit peu plus de choses et de gens qui sont censés. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes-là? Est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de manifestations dans le nord, plus que dans le sud? Est-ce que c'est un cliché? Je pense que c'est cyclique. À une époque, on avait quand même des belles manifestations. Montélimar, par exemple. Alors bon, c'est pas Nice, hein, on est d'accord, c'est dans la Drôme, c'est un peu plus au nord. Mais on avait quand même quelques belles choses. Et puis aujourd'hui, il y a un Mini World qui s'est installé à Toulon. Oui. Donc ça c'est quand même un bon teaser. Hein, quel complément de celui qui est à Lyon. Ouais. Hein. Après, je vais vous dire, il faut avoir des gens qui ont envie de faire quelque chose. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvais territoire. Hein. Il y a des gens qui ont la volonté de faire quelque chose ou pas. Regardez à Chambéry, c'est pas à Nice non plus, hein, mais à Chambéry, là, il va y avoir quand même une super exposition pluridisciplinaire où on va retrouver les avions, les autos, les bateaux, etc. Et apparemment, a priori, ça a l'air de bien se présenter. En tout cas, sur le salon du train miniature à Bourges, on va en prendre plein les yeux, comme tu l'as dit, il va y avoir des réseaux d'exception. Oui. Toute taille. Alors, on est toute taille, on est du Z, donc qui est le 220e, jusqu'au 0. Donc oui, toute taille. Alors quand je disais toute taille, pas vraiment au niveau de l'échelle, mais on a vraiment des réseaux d'envergure grande jusqu'à des petits réseaux, peut-être à l'échelle Z. On a quand même des gros projets. Alors on a des réseaux qui tiennent sur moins d'1 mètre carré. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc qui sont intéressants dans la conception, etc. Et puis on va avoir des grands réseaux qui vont se développer sur plus de 10-15 mètres de longueur. Donc, est-ce qu'on va trouver des exclus un petit peu, ou est-ce qu'on n'a pas tout le temps vu un petit peu sur d'autres salons? Parce que ça aussi, parfois, beaucoup de personnes disent « Ah, je suis allé à tel salon, mais c'est assez redondant, cyclique, je l'ai vu il y a quelques mois, ce même réseau-là. » On peut pas passer à côté, je pense, de réseaux d'exception et qui durent sur les années pour faire plaisir aux yeux, et puis c'est un travail de longue date, mais il y a aussi des exclus, des personnes qui viennent avec des nouveaux projets. Hein.
Alors, on a des réseaux qui vont sortir pour la première fois, effectivement. Super. Donc ça, c'est sympa. Et puis, au niveau justement des fabricants, des industriels, donc, on va avoir quelques exclus qui vont être présentés pour la première ou la deuxième, parce que j'ai entendu qu'à Chambéry, il y avait peut-être des choses aussi là qui allaient être présentées, mais en tous les cas, on va avoir des exclusivités que nous réservent effectivement des artisans. Ah, et ça, on est fiers de ça. Et puis il y a une autre exclusivité, alors là, qui n'est pas côté du monde des professionnels. On a un club service qui vient, donc qui s'appelle le Kiwanis. Et qui va vendre, proposer à la vente en tous les cas, par pièce, une collection exceptionnelle Marklin. Génial. Donc ça, là on va trouver des pièces, alors pour la peine qui sont assez rares en tous les cas pour certaines d'entre elles. Donc nous ils nous ont demandé s'ils pouvaient participer, donc on leur a dit oui. Parce qu'en plus ils font ça pour une bonne cause. Ils sont spécialistes pour lever des fonds pour les enfants qui sont atteints de maladies rares qui n'intéressent pas les laboratoires. Donc c'est plutôt bien. Ça c'est plutôt bien. Donc ils ont travaillé avec le cercle ferroviaire du Cher 160, dont je suis le secrétaire d'ailleurs, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait s'organiser. Donc nous, en tant que club, on reçoit souvent des collections souvent qui sont donnés par des héritiers par rapport à des défunts, et les héritiers, le train les passionne peut-être pas forcément. Ouais. Et donc on a eu la chance de pouvoir toucher cette collection-là, et donc en coopération avec le Kiwanis, elle va être pour la première fois proposée à la vente. Je trouve que c'est plutôt une excellente initiative. Je trouve que c'est plutôt vraiment bien. Ça va dans un bon sens. Et justement, si tu aurais un message à passer à la communauté qui ne connaissent pas encore l'existence de ce salon du train miniature, quel serait ton message de bienvenue ? Mon message de bienvenue, c'est venez vous faire plaisir, venez découvrir peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir. Vous allez en tous les cas avoir la possibilité dans cette belle ville de Bourges de découvrir peut-être votre future passion, et en tous les cas de découvrir de beaux objets, de beaux réseaux, voir quelque chose de pas habituel qu'on a plutôt tendance à voir dans les grandes villes. Donc venez nombreuses, venez nombreux, venez vous faire plaisir, venez échanger. Ça va vous coûter moins cher que d'aller au cinéma. Ça peut durer plus longtemps. Justement, on peut rappeler le billet d'entrée. Le billet d'entrée est à 8 €. C'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés. Super. Vous pouvez réellement, même si vous n'êtes pas un accro du modélisme ferroviaire, même si vous n'êtes pas un fan, mais vous venez découvrir quelque chose, vous pouvez passer sans aucune difficulté une demi-journée, voire une journée, pourquoi pas, pour regarder tout ça. En plus, vous aurez la possibilité de déjeuner, puisqu'il va y avoir une petite restauration qui va être proposée. Et puis vos enfants vont pouvoir participer à un concours de dessin avec comme thématique le chemin de fer, et les 3 premiers, avec un jury tout à fait neutre et indépendant, seront récompensés justement par du train, par du train électrique, et peut-être que soit ça viendra compléter une collection d'un jeune qui a déjà commencé quelque chose, soit ça va lui permettre d'y accéder en tous les cas, et on l'espère de se faire plaisir. Ça c'est génial, on n'oublie pas nos plus petits, et ça permet justement de mettre ce doigt dans l'engrenage du train, et pourquoi pas continuer. Absolument. Et après aux anniversaires, à Noël, un petit quai de gare, petite maquette, etc. Je sens qu'on va se faire plaisir, je sens qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ce salon. Moi-même, je peux t'en parler, j'ai des retours sur ma chaîne par message, par mail, parce que j'ai dit que LF Modélisme sera présent, et j'ai beaucoup de messages en me disant vous allez pouvoir faire un grand format. Oui, je vais faire un grand format. D'ailleurs, ça me fait plaisir que tu m'aies invité à venir faire ce reportage. D'ailleurs, j'ai envie de te poser la question, comment est-ce que tu as connu LF Modélisme ? J'ai connu LF Modélisme par Facebook, là, puisque tu fais paraître en tout cas les liens sur Facebook. J'essaye en tout cas. Donc je connaissais la chaîne Aiguillage
au préalable, et puis je t'ai vu arriver dans le paysage, et j'ai regardé, j'ai trouvé sincèrement que ce que tu faisais, c'était très intéressant. En tous les cas, c'est un autre ton, c'est une autre manière d'aborder et de faire la promotion du modélisme ferroviaire, et je te remercie beaucoup pour ça, parce que je sais que tu dépenses beaucoup d'énergie, et pour nous, c'était tout à fait naturel de t'inviter pour que tu puisses venir couvrir le salon. Et j'en profite, puisque tu me tends la perche sur la partie média. On remercie aussi le magazine RMF, le train, Rail Passion, donc groupe La Vie du Rail, qui sont des sponsors de ce salon, et pour nous c'est très important, puisqu'en matière de relais de communication et de notoriété, oui, c'est indispensable. Moi je te remercie de cette invitation et de me faire confiance pour cet événement. J'ai quelques petites idées et je t'en ai déjà un petit peu parlé, mais pas tout dévoilé, parce que je suis, comme tu le sais, dans mes reportages très autodidacte. De cette manière-là, j'aime bien les choses faites sur l'instant, et parfois on arrive à capter des choses qui sont un peu plus différentes, et c'est comme ça que je vois mes reportages. Jean-Marie, ce que je te propose, c'est qu'on aille un petit peu se balader autour, et puis on voit un petit peu ensemble quelques questions toujours au sein de ce salon du train miniature, et puis on se conclura ensemble en se disant à bientôt. Allez, on continue. Allons-y. Avec Jean-Marie, on est dehors, là on est bien là, il fait beau en plus aujourd'hui, et sur ta visite à Dijon, ça fait plaisir. Magnifique, Dijon est une ville que je connaissais pas, je la découvre grâce à toi. Et c'est très beau. Je conseille à tout le monde de venir faire un petit tour à Dijon, c'est très sympa. Bon, là tu vois, on est bien, on est à l'air, et on va continuer un petit peu ensemble ce petit teaser, cette bande-annonce un petit peu. D'ailleurs, n'hésitez pas, communauté de LF Modisme, à réagir et à dire si vous allez venir découvrir le salon du train miniature à Bourges. Je rappelle les dates, 11 et 12 novembre en 2023. On a parlé un petit peu de tout, et il y a quelque chose en plus que tu voulais ajouter par rapport aux personnes qui vont exposer ? Oui, Loïc, on a parlé effectivement de la filière des professionnels, des très beaux réseaux qui vont être présentés. On a aussi des revendeurs qui vont être présents, des revendeurs de matériel, donc de matériel neuf, de matériel d'occasion. L'occasion est aussi un bon moyen de rentrer dans notre passion, puisque c'est mécaniquement plus accessible d'un point de vue du coût. Et on va avoir aussi des boursiers. Donc des boursiers qui ont été choisis par rapport à la qualité de leur travail, c'est-à-dire que on a été assez exigeant par rapport à leur réputation. Il ne s'agit pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ne s'agit pas que quelqu'un vienne acheter du matériel, le matériel va faire 3 tours sur un réseau ou sur une table, et puis après ça tombe en panne. C'est pas le meilleur moyen, je veux dire, de faire la promotion. Comme on peut dire, on n'a pas un espace et on remplit pas pour mettre. On remplit pas pour mettre, du tout, vraiment pas. On est même assez embêté, puisque comme on le disait, c'est plein comme un œuf. Donc on est en train de regarder si on va faire une extension ou pas, il faut regarder économiquement ce que ça veut dire. Mais non, on est vraiment sur du qualitatif, ça c'est très important. Donc et au niveau des revendeurs, donc par rapport à la qualité de leur travail, par rapport à leur réputation, et au niveau des boursiers, donc même chose par rapport à la qualité de ce qu'ils proposent, et un bon rapport qualité-prix, c'est important. On a choisi ceux en tous les cas avec lesquels on avait envie de travailler. Donc c'est important, comme on disait tout à l'heure, une belle complémentarité, je l'ai bien dit cette fois-ci, de bout en bout, du réseau, des artisans, des revendeurs, pour les enfants également. Il y a de quoi se faire plaisir dans ce salon du train miniature. Voilà, Jean-Marie, on a changé directement un petit peu de décor derrière nous. Oui, on se fait plaisir, il y a de tout dans ce salon qui va venir. D'ailleurs, toi, est-ce que toi, si tu avais été enfant à notre époque, aujourd'hui, d'avoir autant de diversité dans un salon, ça t'aurait évoqué de voir débuter cette discipline de train miniature? C'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions. Mon papa faisait de la maquette d'avion, parce que lui, il a fait toute sa carrière dans l'aéronautique. Donc pour la peine, j'ai fabriqué pas mal d'avions avec lui à travers le temps. Est-ce que j'aurais fait du train là maintenant? Je sais pas. Peut-être que le train, il y a 30 ans en arrière, ça faisait peut-être plus rêver qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la rapidité, c'est le TGV. Bon, alors donc, c'est très bien, pour aller d'un point A à un point B, c'est formidable. Le train d'antan, c'était quand même les grands trains. On voyageait moins, donc les destinations faisaient rêver. Quand on voyait, on allait
en gare du Nord, ça allait à Copenhague, ça allait jusqu'à Moscou, à Varsovie. À l'époque, il y avait le rideau de fer en plus, donc c'était encore un peu plus inaccessible. Donc est-ce que ça, c'est contributif à la passion du train? Moi, en tous les cas, pour moi, ça l'a clairement été. Mais finalement, peut-être que les jeunes aujourd'hui, c'est le TGV qui les fait rêver tout simplement. Et toi, ton coup de cœur, c'est quoi? En matière de train, de train en réel? Oui, train réel ou une locomotive spécifique. J'adore l'Orient Express. Ah, c'est vrai que c'est un train au très long cours pour la peine, qui traversait toute l'Europe, qui allait jusqu'à... Et qui est remis au goût du jour. Qui est remis au goût du jour. Alors, on va pas faire de publicité pour le groupe là, qui vient de le reprendre. Mais l'Orient Express, c'est le rêve. Alors moi, j'ai toujours été... culturellement tournés vers l'Est. Ceux qui sont plutôt tournés vers le Sud, eux vont parler du train bleu, évidemment, et ceux vers le Nord vont parler de l'étoile du Nord. En fait, qu'est-ce qui fait, en fait, c'est quoi le trait commun entre tous ces trains? C'est le rêve et la destination. Ouais. Et c'est vrai que quand tu disais il y avait moins de destinations possibles, le mot voyager prenait vraiment toute son ampleur à l'époque. On prenait le train, c'était vraiment une occasion exceptionnelle, quoi. Et puis on avait le temps, donc on voyageait dans une certaine forme de confort. Aujourd'hui, le transport, bien sûr, fort heureusement, s'est démocratisé. On va à l'autre bout du monde en avion pour finalement pas cher du tout. C'est vrai. Mais c'est absolument au détriment du confort, ça c'est la réalité. Donc il faut aller vite maintenant. Bon, il faut vivre avec son temps. Avant c'était différent. Aujourd'hui, en tous les cas, c'est pas pareil. Moi, je pense que les jeunes, oui, ils peuvent rêver devant un TGV, ils peuvent rêver devant un Shinkansen japonais. Tout à fait. Oui, pourquoi pas. En tout cas, toi, qu'est-ce que tu penses du boom technologique, on va dire, sur une cinquantaine d'années, sur le train miniature? Il y a eu quand même une sacrée évolution avec tout ce qu'on voit aujourd'hui numérique. Justement, tu parlais tout à l'heure d'appel pour les jeunes, un petit peu, une petite passe du pied comme ça, parce qu'on peut contrôler maintenant ces locomotives avec des smartphones. C'est vrai que c'est un appel à la jeunesse, un petit peu. Est-ce que tu penses que ça a été fait dans ce sens-là, un petit peu, ou est-ce que c'est fait vraiment pour les puristes? Non, je pense qu'il y a l'introduction d'un côté ludique qui correspond à l'époque qu'on est en train de vivre. Enfin, nous, avant, il faut quand même se remémorer, j'étais pas né, mais quand il y avait le train, ça démarrait avec du zéro, c'était du 3 rails alternatif, c'était vraiment une évocation plus ou moins lointaine, et puis alors il y a eu même un clé aussi mécanique. Et puis petit à petit, donc le HO est arrivé, les modèles proposés ont commencé à se rapprocher de plus en plus de ce qui était réel. Donc finalement, remis à l'époque, ça nous faisait tout simplement rêver aussi. Donc aujourd'hui, la technologie fait que la miniaturisation permet de faire de plus en plus de choses. Donc c'est vrai que j'essaie de me mettre à la place d'un jeune ado ou d'un jeune d'une dizaine d'années. Voir tourner un train, entre guillemets, en rond, pour être un peu caricatural, quel que soit le degré de sophistication du réseau sur lequel ça se passe, à l'époque des consoles de jeux, à l'époque de l'image partout, les smartphones, la télévision, la mobilité, donc en général, ça va pas forcément l'exciter. Le fait maintenant, par contre, que ça commence le bruit réel et le son réel du train est reproduit. Ça c'est exceptionnel quand même. Etc. Oui, ça c'est vraiment exceptionnel. Et je pense que pour la peine, l'objectif c'est de s'adapter à son époque, oui. C'est vrai qu'on entend, je ne sais pas si c'est dans les prochains projets, mais on entend des petits bruits qu'il y aura presque des trains avec des voitures voyageurs, les portes qui vont s'ouvrir dans le futur. Alors il y a une marque... J'en ai entendu parler. Non, mais il y a une marque allemande dont je ne me souviens pas le nom. Il y a une marque allemande qui... sur des portes d'une rame de l'équivalent des RER allemandes, donc ce qu'ils appellent les Regionalbahn, les RB là, où sur les portes il y a un petit écran LED cristaux quoi, et qui fait que on a l'impression que les portes ouvrent et se ferment. Exceptionnel. Alors je l'ai pas vu. Je suis pas certain qu'il y ait eu de la suite là-dessus. Ça a été fait à l'échelle HO, donc au 87e. J'ai vu ça sur Nuremberg je me demande si c'est pas juste avant la crise sanitaire, mais en tous les cas, il y avait... Au salon du jeu à Nuremberg, c'était proposé. Il y a eu quelque chose, mais bon, visiblement, ça a pas, peut-être que le coût de revient est élevé, j'en sais rien, mais en tous les cas, ça n'a pas accroché. Mais par contre, il y a aujourd'hui
des affichages je crois que c'est Wiesmann qui fait ça. Ah, on n'a pas le droit de citer de marque. On va donner d'autres marques. Ouais. Faller, Nord, voilà. Tout ça, voilà. En tous les cas, donc, qui font des panneaux indicateurs de destination de gare. Oui, exact. C'est vrai, j'en ai vu, et puis ça agrémente vraiment bien. Je trouve qu'il y a eu un sacré boom en avant, mais qui permet de reproduire quelque chose au niveau de l'exploitation, on va dire. Absolument. Mais là, on n'est plus vraiment dans le cadre de jouer, on exploite un petit peu plus, mais les personnes qui sont assez intelligentes et qui vont commencer à exploiter ne doivent pas oublier qu'on a été gamin et qu'on a tous un rêve, c'est de faire tourner son petit train. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est surtout ce côté-là. Oui, et puis ce qui est important, c'est qu'en fait, l'activité du modélisme ferroviaire et le modélisme en général, on peut le pratiquer à différents niveaux. Ouais. Donc, je veux dire, le principal, et on revient toujours là-dessus, je pense que le point le plus important, c'est de se faire plaisir. Je le dis assez souvent. Voilà, c'est le côté ludique, c'est créer quelque chose. Après, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose d'hyper sophistiqué, même si la technologie, effectivement, permet de faire des choses extraordinaires et permettra de continuer de faire des choses extraordinaires. Mais ça n'a aucun caractère obligatoire. On parlait de vintage un petit peu tout à l'heure avec des trains d'il y a plus de 50 ans, etc. Est-ce que justement c'est prévu peut-être un petit côté vintage, des réseaux vintage un petit peu au salon du train miniature à Bourges? Est-ce qu'il y a des plans là-dessus? Non, pas du tout. Non. D'accord. Non, on n'a pas... Non, ça s'est pas manifesté en tous les cas. Un petit côté muséum peut-être? Non. On va rester vraiment dans le concret de présenter des réseaux d'exception qui vont faire plaisir à l'œil, des revendeurs, des boursiers, des artisans. J'espère ne rien oublier parce qu'il y en a tellement à proposer dans ce salon. Donc désolé si j'oublie d'énumérer quelques détails. Venez voir pour voir ce qu'on a oublié et envoyez-nous une petite note en disant vous n'êtes pas sympa, vous n'avez pas parlé de ça. Donc en tout cas, voilà, Jean-Marie, moi je te remercie en tout cas d'avoir passé ce moment et de m'avoir invité à te connaître dans un premier temps parce que comme tu disais, le virtuel ça va bien, s'appeler ça va bien, mais on est là ensemble, on peut présenter ton projet, le projet d'une équipe parce que c'est ça qui... avant tout le projet d'une équipe. Voilà. Et ne pas oublier une chose, sans les clubs, sans la filière professionnelle, on n'est rien du tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleures idées, on peut proposer tout ce qu'on veut. Si les acteurs de notre activité ne répondent pas présents, on n'est rien. Et je veux vraiment profiter pour les remercier de leur confiance qu'ils nous ont apportée. Et on espère que tous ensemble, on va passer un super week-end. Mais justement, profites-en, tu peux t'adresser à la communauté et aux personnes que tu veux remercier. Et justement, c'est le moment de lancer officiellement à travers la chaîne LF Modélisme. Bientôt, le 11 et 12 novembre 2023, le salon du train miniature à Bourges. Voilà le mot donc du président, c'est le président, donc Jean-Marie, qui a conçu ce salon pour vous faire plaisir et avec une équipe formidable. Donc voilà le mot donc du président. Alors, je remercie aussi quand même, parce qu'au-delà de l'équipe, il faut aussi donc parler de l'équipe de Saint-Mandé, donc avec Francis Lecrome à sa tête. Donc, on est un bon binôme là, qui fonctionne bien. Je remercie, comme je viens de l'indiquer, tous les participants qui nous font confiance, que ce soit les clubs, que ce soit les acteurs de la filière industrielle. Je remercie nos sponsors, donc encore une fois, RMF, Le Train, Rail Passion du groupe La Vie du Rail. Je voudrais aussi ne pas oublier de remercier la région Centre-Val de Loire, le conseil départemental du Cher, la mairie de Bourges, qui nous soutiennent tous les trois sur cette action. C'est vrai que les week-ends et 11 et 12 novembre sur les territoires en règle générale, c'est pas forcément l'euphorie en matière de réservation d'hôtels, de restaurants, etc. Ce salon-là à Bourges, on l'espère, va être contributif aussi pour faire fonctionner l'économie locale. Je l'espère, et puis l'invitation lancée à toute la communauté, bien entendu. Et absolument, donc venez nombreux. On va le faire tous les 2 ans. Ça va peut-être changer de date. On parlera de ça un peu plus tard, mais en tous les cas, on a des gens de la filière professionnelle qui nous ont demandé de faire ça peut-être à une autre période de l'année. On va y réfléchir. Ça pourra se faire uniquement si vous venez nous visiter. On a beau avoir le meilleur plateau possible qui est perfectible, si vous ne venez pas, si vous ne répondez pas présent à ce rendez-vous, on pourra pas le refaire. Donc si vous voulez continuer de voir de belles choses dans la ville de Bourges, au Parc Expo, qui peut vraiment bénéficier d'extensions sans aucun problème. Venez nombreuses et nombreux, venez vous faire plaisir, venez faire briller vos yeux.
Venez faire des bonnes affaires. Je pense qu'il y aura aussi des bonnes affaires à faire pour les amateurs. Et moi, je vous attends en tous les cas avec toute l'équipe le 11 et le 12 novembre. Et on attend Loïc avec grand plaisir. En tout cas, vous l'avez compris, c'est la première édition de ce magnifique salon qui se profile à l'horizon. Moi, j'ai hâte d'y être personnellement pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça fait des frissons de savoir que on va faire un super reportage et de vous proposer à vous de voir toutes ces belles choses. Que vous soyez présent ou non, en tout cas, vous aurez de belles photos, de belles vidéos et aussi de beaux reportages avec des interviews sur toutes les personnes qui vont être présentes. Et en tout cas, j'espère que ce pilote, cette première édition, va pouvoir appeler à avoir d'autres les années suivantes. Moi, je te souhaite une belle réussite, Jean-Marie. Un grand merci à toi de m'avoir reçu sur LF Modélisme pour la communauté, pour faire part justement du lancement, on va dire officiel, moi, sur ma chaîne. Et puis, bonne chance à toi en tout cas et un grand merci. Merci beaucoup, Loïc. Un grand merci à toi. Allez, c'est parti. À bientôt. Soyez à l'affût donc des idées, des reportages. Il y aura plein d'annonces en temps et en heure. Ne loupez pas ce rendez-vous. À bientôt, Jean-Marie. À bientôt, restez connectés. Il va y avoir des annonces. Ciao, ciao, Jean-Marie. Merci, Loïc. Ciao, ciao.